BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31 en ce lundi 30 mars, très heureux de vous retrouver et bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Voilà, début de semaine évidemment que nous passons ensemble et vous le savez, on est là jusqu'à jeudi, 19h30, 21h tous les soirs. Vos 90 minutes de tech quotidienne, à la fois la radio, la télé, puis après les replays et les podcasts qui vous attendent. Ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne, on va revenir sur cet investissement de la part de Mistral AI dans un data center qui est en région parisienne, plus précisément dans l'Essonne. Beaucoup d'argent ont été mis sur la table pour justement gagner en souveraineté. On va tout vous expliquer dans un instant. Cette annonce aussi assez intéressante, Amazon qui s'est offert une start-up spécialisée dans les robots humanoïdes. On n'en sait pas plus, mais forcément, on fantasme. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera à l'industrie du cinéma, vous le savez, qui est vent debout contre l'intelligence artificielle. On en parlera avec deux porte-paroles de ce collectif de 4000 artistes qui seront avec nous. Elisabeth Lehote, qui est directrice générale de l'ADAMI, et puis un comédien que vous connaissez, qui est aussi réalisateur, Maurice Barthélémy, sera là avec nous sur le plateau. Ils nous expliqueront justement ce qui leur fait peur dans l'IA et comment ils comptent justement combattre cette technologie. Ce sera donc en dernière partie de Tech & Co. Un grand merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Tech & Co, la quotidienne, avec ce soir pour débriefer l'actu. Jérôme Colombin, mesdames, messieurs, est sur le plateau. Salut Jérôme. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Vous n'avez jamais écouté Jérôme Colombin sur son podcast? Eh bien écoutez, honte à vous. Il n'est pas trop tard. Excusez-moi de vous le dire, il est temps de découvrir son podcast. Audio, vidéo, avec en plus le grand débrief que tu as mis en ligne ce week-end, où j'ai la chance de pouvoir y apparaître. Et brillamment en plus. Avec notre camarade Bruno Guglielminetti, voilà. De Montréal. Très sympa. À tes côtés, Jérôme, c'est Philippe Devos qui est là. Salut Philippe. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Fondateur de Phileos, cofondateur de Wanadoo à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça commence à dater cette histoire. 30 ans le 2 mai. Ouais. 30 ans le 2 mai, Wanadoo. Absolument. Dingue. Respect. Absolument. 500 € par mois pour avoir une connexion Internet bas débit. Je ne te félicite pas, Philippe. C'était des francs et c'était pas 500. Mais... C'était 500 francs. Mais tu as toujours des adresses Wanadoo, des fois à l'arrière d'un camion d'une plomberie. Tu vois, bien sûr, évidemment. Voilà. Bah, attends, et ça, c'est beau comme héritage. gglebricot@wanadoo.fr. Absolument. C'est très sympa. Tu sais que ça coûte une blinde à Orange de garder encore le nom de domaine et la transmutation de wanadoo.fr. Au bout d'un moment, ça va arrêter, non, ça? Au bout d'un moment, ils vont dire Wanadoo. Ils ont déjà essayé à plusieurs reprises. Je ne sais pas si Christelle Edman aura plus de succès que ses prédécesseurs, mais il y a eu plusieurs tentatives et à chaque fois, bronca. Notamment des artisans. Quand tu as une adresse mail, changer d'adresse mail, c'est compliqué en fait. Et c'est pour ça que je donne l'histoire de GG le plombier, c'est qu'il y a une vraie raison. Absolument. Que tu connais bien, GG le plombier. Mais bien sûr. Et puis Damien Douany, vous l'avez reconnu, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Plein d'actualités ce soir. On va parler d'Elon Musk. Visiblement, son XAI... ça va pas du tout. Tout le monde s'en va en courant. Visiblement, il faudrait tout rebooter. Appuie sur le bouton redémarrage de XAI pour essayer de reconstruire quelque chose qui plairait à Sieur Elon Musk. On va évoquer tout ça dans un instant. On évoquera aussi en deuxième partie Apple qui revoit son modèle industriel pour mettre un peu plus de fabrication et d'industrialisation aux États-Unis. On évoquera ça tout à l'heure. Et puis, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, Amazon qui rachète cette start-up qui s'appelle Fauna Robotics et qui nous fait rêver puisque c'est une start-up qui est spécialisée dans la robotique humanoïde. Qu'est-ce que va bien pouvoir faire Amazon avec le rachat de cette start-up? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Mais pour débuter donc, Mistral AI, vous le savez, c'est notre pépite, notre fierté de l'IA en France. On en a d'autres, mais celle-ci, c'est vrai, marche plutôt pas mal. C'est un concurrent sérieux aux géants américains. Vous savez qu'en plus, Mistral sort souvent des nouveautés, notamment de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. La semaine dernière, qui n'ont pas à rougir par rapport à certains modèles américains qui ont coûté beaucoup plus d'argent.
Bref, ça va plutôt pas mal pour Mistral. Et Mistral qui vient de lever, écoutez, 830 millions de dollars. Alors c'est sous forme de dette, hein, et tout ça toujours selon Reuters, pour s'offrir des cartes Nvidia, des puces Nvidia, beaucoup de puces Nvidia, 13 800. Imaginez un ordinateur gaming avec 13 800 puces Nvidia. Autant vous dire que votre jeu, il irait quand même assez vite. Là, évidemment, c'est pour entraîner leur modèle d'IA. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout cela va être chez nous, en France, dans l'Essonne. Jérôme, tu as suivi évidemment cette actualité, c'est plutôt une bonne chose. Mistral AI qui capitalise sur l'un de ses atouts, la souveraineté, et de l'IA made in Europe, en quelque sorte. Oui, puis c'est une manière aussi de s'affranchir un petit peu du cloud américain qu'ils utilisaient jusqu'à présent, qui était principalement Azure de Microsoft. Exactement, s'émanciper de ces clouds qui sont malgré tout toujours là. Hein. Oui. Et ce qui prouve bien aussi que l'IA aujourd'hui, finalement, ça doit marcher sur deux jambes. Le soft et le hard. Enfin, c'est plus que du hard, c'est du brick and mortar presque. Hein. C'est du data center, c'est du lourd. Alors, c'est vrai qu'en termes de souveraineté, c'est super intéressant, c'est bien, ça le renforce. Après, voilà, sans vouloir non mais vas-y, je vois que t'en as gros sur le cœur. Non, Jérôme, vas-y, balance tout. Pas du tout, mais il faut être réaliste. C'est formidable, 14 000 puces, 14 000 cartes H100. 13 800 exactement. 13 800, ouais. C'est du H100 ou c'est du GB200 ? Je me demande si c'est pas du Vera. Ouh là là, alors là, vous rentrez dans des... Alors moi j'ai eu H100, mais bon, ça, il faudrait vérifier. Mais toujours est-il que OpenAI en compte 500 000, n'est-ce pas ? De H100. XAI. N'est-ce pas, dit-il. XAI en a 100 000 et prévoit, avec son Colossus, de s'équiper de 1 million de cartes comme ça. Donc voilà, c'est toujours pareil. C'est bien, on est dans la course, mais on est quand même tout petit derrière. Quoi. Après, tout dépend. C'est peut-être pas les mêmes usages, on ne s'adresse pas aux mêmes clients. C'est vrai que quand tu prends OpenAI et XAI, on peut imaginer que, évidemment, l'IA qu'il y a dans X est beaucoup plus sollicitée que celle de Mistral AI, qui est réservée, on va dire... Je ne sais pas, parce que de quoi on parle ? On parle de l'entraînement ou on parle de l'inférence ? Là, je pense que c'est plutôt l'entraînement. C'est ça, hein. Et là, l'entraînement, tout le monde a les mêmes besoins, finalement. L'inférence, oui, c'est pas pareil. Si tu es Grok ou si tu es OpenAI, il faut que tu puisses servir des centaines de millions de clients à travers le monde, ce qui n'est pas le cas de Mistral. Mais en revanche, en termes d'entraînement, c'est-à-dire ce qui va vraiment constituer la force... ce qui rend intelligent pour l'intelligence artificielle, en fait, on y a. Voilà, et là, finalement, tout le monde est quand même un peu à armes égales. Monsieur Devost, oui, il a pris beaucoup de notes sur Mistral AI, Philippe. Non, mais parce que c'est vrai que quand on parle de Mistral, très souvent, on veut rentrer dans la comparaison. Et c'est vrai qu'on essaie de comparer de l'incomparable. Et pourtant, tu veux dire par là comparer OpenAI, Google... Voilà, il y a un effet de taille. Cela étant, ce qui est intéressant dans cette annonce, de mon point de vue, c'est plusieurs choses. La première, c'est que c'est une levée de dette et pas de capital. Ce qui montre que Mistral est capable d'aller chercher du financement en se positionnant auprès des banquiers à qui il a parlé comme un opérateur d'infrastructure. Il ne s'agit plus de financer une start-up en capital et en espérant qu'un jour on arrivera à retrouver ses fonds, ça c'est un autre sujet. Mais là, il s'agit de présenter un modèle d'infrastructure dans lequel il y a du concret, il y a des actifs, il y a donc du collatéral, c'est-à-dire des choses auxquelles les banques auront accès si jamais le remboursement du prêt ne se passe pas bien. Il y a du palpable, on va dire. Il y a du concret. Là, on rentre dans les atomes. C'est un peu comme du foncier, c'est ça ? Il y a le foncier, sachant que là, il faudrait rentrer dans les détails parce que je ne sais pas si... Oui, je me demande s'il ne loue pas à Eclairion, qui est un fournisseur d'infrastructures modulaires de calcul haute performance. Donc, on ne sait pas exactement, ce n'est pas très, très clair, de la même manière que le... C'est dans des containers, je crois, hein, en fait. Alors, Eclairion fait ça. Je ne sais pas si spécifiquement Mistral a réservé des containers. C'est dingue, ça, c'est une bonne idée. Des containers avec dedans des serveurs de data. C'est peut-être plus modulable. Voilà. Oui, c'est ça. Tu as besoin, tu rajoutes des containers. Alors non, mais le gros intérêt de passer par une infrastructure matérielle existante, c'est que ça t'évite de devoir construire de zéro. Colossus d'XAI avait un peu marqué les esprits en étant capable de déployer en un peu plus de 3 mois sa première tranche, mais en partant de rien. Ici, je pense qu'en France, avant d'avoir les autorisations, etc., ça prendrait un peu plus longtemps. Là, ils ont une infrastructure matérielle qui est déjà prête à accueillir ces puces.
La question du raccordement électrique, qui est un énorme problème aux États-Unis aujourd'hui, est manifestement réglée là aussi, puisque l'emprise est déjà alimentée par RTE. Ça va monter en puissance. Il y a tout qui arrive déjà. Tout arrive déjà. Ouais. Et ça, c'est à mon avis un point important. Après, il reste toujours le risque de la réaction de l'opinion, avec une premier rejet sur oulala, mais ça va consommer beaucoup. Et puis alors ensuite, le gros contresens que tout le monde fait sur oulala, mais ça consomme beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez combien un terrain de golf aux États-Unis consomme d'eau? Enfin, combien l'ensemble des terrains de golf déployés aux États-Unis consomment d'eau par rapport à la consommation en eau de tous les data centers actuellement en opération aux US? C'est 30 fois plus. C'est dingue. Donc, si vous êtes contre l'IA, vous avez intérêt à être contre le golf. Après, c'est pas le même client, mais effectivement, c'est pas faux. Après, il y a un autre élément. Donald Trump est au courant de ces chiffres ou pas? Je ne sais pas. Il paraît qu'il continue à jouer 4 jours par semaine au golf quand il n'est pas sur son propre réseau social. Donc, Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours anxiogènes sur l'impact énergétique des data centers et c'est pas bon, quoi, parce que ça va trop loin. Après, nous, on a la chance d'être en France avec un modèle économique en tout cas de fabrication d'électricité, de production d'électricité qui est un peu particulier, vraiment avec beaucoup de nucléaire. On est en surproduction électrique, souvent on nous le dit, c'est-à-dire qu'en fait on est large en termes d'électricité, donc cette électricité finalement elle est là, et elle est propre. Justement, quand tu regardes qui sont les partenaires, parce que là ils ont besoin quand même de 1,4 gigawatts, c'est EDF et Bouygues. Alors Bouygues, j'ai pas trop vu dans l'équation, parce qu'ils font pas d'électricité a priori, mais ils savent faire des bâtiments et d'autres choses. Et de EDF et de la partie. Les infras, tout ce qui est... Ou peut-être qu'ils vont construire une petite centrale, j'en sais rien. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant, c'est de voir que EDF quand même est présent. Donc la question de l'énergie est aussi prise en compte avec un opérateur qui, a priori, c'est bien les gérer. Je dis pas ça parce que c'est français, mais en général, EDF est plutôt bon là-dessus. Donc ça, c'est intéressant de voir dans le mix ce qu'on a. Ouais. Après, dans les, on va dire, dans les gens qui mettent au pot, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une question de foncier, tu as raison, les banques peuvent être rassurées par le fait de se dire que c'est pas que du vaporware, enfin, il y a vraiment il y a du dur. Après, quand on regarde les investisseurs, il y a quand même il y a du MGX, donc quand on dit ça vient ça vient des Moyen-Orient, ça vient des Émirats arabes, pardon. Tu as de la puce américaine, bien sûr, la Nvidia, mais on peut pas faire autrement. Donc c'est pas vraiment l'Airbus de l'IA aujourd'hui, ça on a la souveraineté est limitée. Oui, elle est locale, elle est géographique, on va dire. Ce que je pointais du doigt, c'est que même si BPI, par exemple, a mis de l'argent ou d'autres acteurs, manifestement, on n'est pas encore capable de rassembler autant d'argent que pourrait avoir un Émirati qui va mettre de l'argent dans le pot. Bon, ok, pourquoi pas, mais c'est un point quand même à avoir en tête, cependant, sur la question de la souveraineté, ou tout au moins essayer de résoudre le fait de se dire on va avoir nos propres data centers. C'est intéressant à voir, même s'il y a de la concurrence. Mais on peut même se demander pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que ça paraît tellement évident aujourd'hui. Les data centers fleurissent partout en France, et qu'un acteur comme Mistral ait ses propres infrastructures, effectivement, c'est presque du béaba, quoi. Oui, cela étant, ça a pris du temps. Si tu regardes, on se projette quasiment 20 ans en arrière. Quand tu regardes le démarrage de Facebook. Facebook est très tôt un consommateur extraordinairement vorace de puissance de calcul, de puissance de capacité de stockage, puisqu'il y a toutes les vidéos, les photos qui rentrent, etc. Donc très vite. Et pendant très longtemps, il loue. Et ça n'est qu'à un moment, il y a un moment dans le business model où tu as intérêt. C'est plus rentable d'acheter, de construire tes infras. Voilà, parce qu'au départ, c'est quand même du capex, c'est des investissements extrêmement lourds. Tu parles de méta, mais imagine Google avec YouTube. Ça doit être colossal. Le nombre de vidéos de millions d'heures qu'il y a par jour sur YouTube. En plus, il faut les stocker, toutes ces vidéos. Il faut les stocker à chaud, à tiède, à froid. Je ne sais pas si comment ça marche. Il faut que tu gardes toutes les vidéos qui sont très très demandées le plus près possible de l'utilisateur, donc à travers tes CDN. Pour qu'il y ait une instantanéité. Voilà. Et puis dès qu'une vidéo devient moins regardée, tu la rapproches un peu. Et puis quand elle est vraiment plus regardée du tout, tu vas la mettre dans du stockage à froid. C'est là qu'elles sont dans des disques durs. Mais tout le reste du temps, elles sont dans de la mémoire flash, voire en mémoire vive, de manière à pouvoir être poussées très très rapidement. On m'avait expliqué qu'il y avait même du stockage sur bande.
chez YouTube. Sur bande Sur bande, ouais. Sur magnétoscope, c'est pour ça que la qualité. Mais non, pas des bandes vidéo, des bandes magnétiques qui stockaient des informations. Ah oui, t'as installé l'application YouTube VHS. Elle est géniale. Elle est vraiment super. C'est ça, moquez-vous. Il prépare YouTube. J'ai entendu parler de ça aussi, qui stockait en fait sur bande. De stocker des quantités astronomiques. Des téraoctets de données comme ça. Ouais, mais bon, tu cliques sur une vidéo que tu as envie de voir. Elle est stockée sur la bande. Il faut que Robert il prenne le bobino, la mettre dans le truc et tout. Non, enfin, franchement, ça. Non, mais c'est des lecteurs qui sont connectés. C'est accessible depuis des ordis. Mais physiquement, c'est de la bande et pas seulement du message. Cette vieille règle selon laquelle plus tu dois aller vite, plus ça coûte cher et moins tu peux servir. Et à l'inverse, si tu veux faire beaucoup de volume, là, tu es obligé d'être un peu plus loin. C'est comme dans les entrepôts. Mais à ce moment-là, il faut envoyer le camion chercher le truc à l'entrepôt. Voilà pour Mistral, donc. Quand même, au final, je voyais Cartman, je disais qu'il visait 2 milliards d'euros de revenus sur 5 ans. Ouais. Bon, parce qu'il y a quand même des concurrents en face qui se mettent en place, des gros, on les connaît, donc les hyperscalers, c'est pas facile de leur prendre des parts de marché. Donc la question que je me pose en creuse, c'est est-ce que le modèle finalement de se dire j'utilise du Mistral pour du B2B, par exemple l'armée qui a signé pendant 3 ans, et que donc quelque part je colle du data center derrière, un peu ce que fait Azure par exemple, est-ce que l'équation va fonctionner ? Je sais pas. Mais je crois surtout, j'ai l'impression que Mistral aujourd'hui bénéficie énormément de la carte souveraineté, donc voilà, toutes les grosses boîtes, non mais très bien, toutes les grosses boîtes qui veulent utiliser des modèles, forcément, il y a une espèce d'obligation morale de prendre du Mistral, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de la déception. Comme il commence parfois déjà à y en avoir un peu. Et tu vois, dans 2 ans, 3 ans, que clair. Ces entreprises se disent « Ouais, ok, mais c'est super, on a signé Mistral, mais désolé les amis, ça ne nous suffit pas. » Confère le syndrome Quant installé de force dans des tas d'entreprises. Moi, je ne suis pas sûr que Mistral soit installé de force. Moi, je resterai assez prudent et assez optimiste et assez encourageant là-dessus. C'est qu'ils ont manifestement très tôt déployé leur modèle d'affaires vers les entreprises sur des verticales bien identifiées. Et s'ils sont déjà en voie d'atteindre 1 milliard de revenus récurrents, c'est bien parce qu'ils ont des clients. Oui. Et qu'ils ont des clients qui utilisent leur modèle et qui en font quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ont des clients avec le pistolet sur la tempe, c'est pas ça, mais les clients sont très volontaires. Mais le nombre de grandes entreprises qu'on croise et qui nous disent « Ah bah oui, on a signé avec Mistral, on a ça de Mistral. Ok, très bien, super. » Voilà, il faut qu'il n'y ait pas de déception dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut que le résultat soit à la hauteur de l'incitation. Exactement. Bon, vous voulez qu'on parle d'autre chose avec Elon Musk ? Allez, vas-y. Ça vous dit ? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci ? Il n'est pas dans Mistral. Il a un petit problème d'IA. Justement, autant chez Mistral, ça va plutôt... d'ego. C'est pas les mêmes lettres, mais bon... Moi, je pensais qu'il avait un problème de bagnole. Écoutez, là, en tout cas, l'actualité que je voulais évoquer... Mais il n'est pas raciste. Il a dit qu'il avait un ami orange. Ah, ça c'est bien. Orange. Mais c'est un ami martien, alors. Non ? C'est une blague qu'on raconte sur les terrains de golf. Exactement. Ouais. Exactement. Un ami orange. Ça me fait penser à Wanadoo, je sais pas pourquoi. Mais bon, on mélange tout là. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que, ça va pas du tout du côté chez XAI. Rappelez-vous, 2023, Elon Musk dit, écoutez, voilà, je vais lancer l'IA qui va révolutionner le monde, on va l'intégrer dans X et vous allez voir, ça va être un truc top. À l'époque, il recrute 11, on va dire, génies de l'IA qui construisent avec lui ce XAI. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste au départ du dernier. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et sauf bien évidemment, Elon, il va pas claquer la porte tout seul parce que c'est embêtant. Le dernier à partir, c'est Ross Nordin, qui était le dernier cofondateur, en fait, qui était encore en poste chez XAI et qui a décidé lui aussi de claquer la porte. Alors, autant, sur 11 cofondateurs, en tout cas, on va dire personne qui monte un projet, on peut imaginer que 2 ou 3 ans après, il y en a peut-être la moitié qui partent. C'est la vie, c'est comme ça. Mais là, que tous soient partis et que le dernier claque la porte en ce moment, ça veut dire quand même que ça va pas fort. Il faut dire qu'en plus, les propos d'Elon Musk ne sont pas hyper encourageants parce qu'il a dit, il y a encore une semaine, que il fallait tout recommencer. C'était pas bon, il fallait tout détruire, tout recommencer. Donc, si vous voulez, effectivement, ceux qui étaient de la première génération de l'IA, ils se disent, bon, ça sent pas très bon. Et puis, il y a aussi tout ce qui touche à l'entrée en bourse de l'empire d'Elon Musk, qui pose problème, etc., etc. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus.
Que se passe-t-il chez XAI? Tiens, Damien, est-ce que tu as une petite idée? Qu'est-ce qui lui arrive à Elon? Compliqué comme cette histoire, comme question. Mais bon, déjà, je pense que c'est difficile de travailler avec lui. Ça, c'est un premier point, mais ça, c'est général, à mon sens. Après, je me demande s'il n'y a pas eu un peu une sorte d'erreur, pas de casting, mais d'erreur sur le projet. Alors, XAI, il faut se rappeler quand même la genèse aussi de l'histoire. Il y avait quand même une guéguerre. Enfin, au début, il se prenait la tête avec Sam Altman parce que oui, moi j'étais cofondateur, oui, mais non, machin. Bon, moi aussi je fais mon IA. Bon, allez, XAI. XAI, quand même, qui avait à la base été conçu aussi pour s'entraîner sur les données de Twitter, ce qui n'est pas forcément idiot comme modèle. Donc je pense que les chercheurs sont venus à cette époque-là. C'est en gros se dire, ah super, on a un réservoir de données génial, on peut faire de la R&D super, on peut développer un vrai produit. Et au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, parce qu'entre-temps, il y a eu le Dodge, etc. Donc c'est devenu un outil politique, très orienté. Donc je pense qu'il y a ce qui était peut-être attendu de la part de ces chercheurs n'est pas du tout ce qui est sorti de la machine. Et au final, tout le monde est parti. Sachant que sur le marché, je pense qu'ils n'ont aucun problème pour se recaser. Donc, plutôt que de subir, autant partir, quoi. Mais c'est quoi le problème de l'IA de X, en fait, à votre avis? C'est que ça rapporte... Bon, c'est que ça va pas assez vite. Il n'y a pas de business, visiblement, parce que c'est pas une... Est-ce qu'une boîte ferait appel à XAI pour confier ses données? XAI, c'est impossible. Ce qui s'est passé avec Tesla ou autre, c'est-à-dire qu'en gros, il y a... ça dépend, la personnalité d'Elon Musk transpire, en fait. On le veuille ou non, moi je travaille beaucoup avec des boîtes, avec des étudiants, chaque fois que je leur parle de Grok, personne n'en parle. Ça existe, mais ils disent pas, on n'a pas envie. Et certains, c'est mais c'est Musk. Donc il y a un vrai truc, il y a un vrai désamour, alors que le produit est pas mauvais, franchement. Non, il n'est pas mauvais. Non, il est pas mal. Mais c'est vrai que... mais il y a un tel bashing anti-Musk en France, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Non, mais il y a eu des reportages sur France Télé pour dire que Grok c'était nul. Non, mais il y a eu pas mal de polémiques aussi concernant Grok, avec l'IA qui déshabillait les gens. Non, mais oui, mais si tu prends point par point, tout se discute. C'est des gens qui ont utilisé l'IA pour déshabiller. C'est pas une fonction qui permettait, en cliquant sur un bouton, de déshabiller les gens. Il a fait la promo de ce truc-là, je sais pas si tu t'en souviens. Il disait c'est génial, il s'était même posté tout nu avec son truc. Non, il avait répondu en se moquant du truc et en se mettant lui-même tout nu. Bon, mais tu vois, quand par exemple, il y a des blagues de geek, tu vois, par exemple, le personnage de manga un peu dénudé ou à peine, de type hentai, qui te répond en faisant que tu peux choisir parmi une galerie. Et c'est celui-là qui est mis en avant, tu vois, par Musk, pour sa version vocale de Grok. Lui, ça le fait rire, lui, c'est un troll, donc ça l'amuse. Ouais. Mais vu de l'extérieur, si tu veux, ça fait pas sérieux, au moins ça n'aide pas le produit à être vendu comme sérieux, on va dire. Il y a peut-être un problème de confiance, un problème d'image. De maladresse aussi, peut-être. Non ? Oui. Peut-être. Alors après, est-ce qu'il y a aussi un problème technologique? Est-ce qu'il pensait qu'il allait casser la baraque et que finalement, il n'y arrive pas? Mais bon, on voit aussi qu'on est un petit peu à un point d'inflexion en ce moment, parce qu'il y a Grok, mais il y a aussi, regardez OpenAI. OpenAI aussi, il se pose pas mal de questions. C'est ça, Philippe, à ton avis. Anthropic qui racole en tête, mais depuis peu et jusqu'à quand? Gemini a fini l'année 2025 en beauté magnifique. Ok, on espère que ça va se maintenir et que ça va continuer. Voilà, il y a un peu de flottement pour tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas à la fin du feu d'artifice, là, finalement? Tu vois, on a tiré nos dernières fusées. On est en haut du bouquet, on ne sait pas trop comment ça va retomber. Mais on se rend compte en stock qu'il n'y a plus grand-chose et qu'après le feu d'artifice, il n'y a pas forcément un modèle économique et puis surtout de la place pour tout le monde. Et puis plein de nouveaux problèmes. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Effectivement, alors d'abord je pense que le désamour, il y a sans doute un biais français, mais pas que, parce que ça n'expliquerait pas la part de marché dérisoire de moins de 3,5% de Grok, là où OpenAI sur les chatbots est encore à 65%, enfin il y a encore les 2/3 du marché, donc il y a autre chose. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de mise à jour de Grok, alors que les autres ont avancé, mais comme tu le dis très bien, Jérôme, de toute façon, on est dans un environnement qui est tellement instable qu'avant de savoir sur quoi on a mis les pieds et de s'assurer que ça tient, ça a déjà bougé. Mais c'est vrai que Grok n'a pas fait d'annonce ou n'a pas donné de signe de vie récent. Et surtout, en termes d'usage, on voit très bien OpenAI qui continue d'essayer de faire tout pour tout le monde, et puis qui d'ailleurs là maintenant est en train de se recentrer un peu. Anthropic qui déroule sur le code, la manipulation de données structurées, je pense au légal, à la finance, etc., sur des cas d'usage extrêmement verticaux. Grok là-dedans, quand on essaye de jouer avec Grok pour essayer de faire du développement ou du codage, il n'est pas mauvais dans l'expertise, mais en revanche, dans l'accompagnement, dans la mise en forme et dans la conduite du projet, il n'y a plus d'interface.
Donc je pense que les cas d'usage de Groq, et notamment en entreprise, ils ne sont pas du tout évidents. Même si sur des sujets d'expertise bien précis, compte tenu de cet avantage quand même incroyable qui est l'alimentation par X, et je ne parle pas que du flux, je parle aussi de la qualité, parce que souvent les geeks sur X publient des choses extrêmement pointues, très bien, ultra documentées, donc qui viennent nourrir l'entraînement du modèle et la qualité de l'inférence. Mais c'est le cadre dans lequel ça opère. Mais pour moi, il y a ça, il y a la personnalité d'Elon, comme tu disais, Damien, tout à l'heure. Et puis, il y a la dispersion de ces boîtes. Je crois qu'un certain nombre d'investisseurs sont déjà un petit peu inquiets de la manière dont XAI utilise le savoir-faire ou l'ingénierie de Tesla. Il y a ce qui est coté, ce qui ne l'est pas, ce qui a été regroupé dans la holding, ce qui ne l'est pas. Mais là, alors, OK. Alors, donc il est un Groq, en tout cas XAI. Il l'éteint pas. Non, attends. Il veut rebooter en quelque sorte. Oui, sauf qu'il est dans une course de Formule 1 et qu'il est en train de changer le moteur au bout de la ligne droite des Naudières. C'est ça. C'est ça. Mais c'est plutôt bon signe, moi je pense. C'est cette prise de conscience. Mais qu'est-ce qui pourrait changer ? Est-ce qu'il pourrait peut-être... Mais il y a peut-être un problème de positionnement de marché. Quel marché ils peuvent adresser ? Voilà. À quoi ils peuvent servir ? Parce que rappelez-vous, quand Groq était arrivé, il y avait un modèle économique qui était clair. On devait payer en fait pour se servir de Groq. Et puis finalement, comme personne ne payait, il a mis en version gratuite. Mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de modèle économique. Donc, non, là où il pourrait y avoir un modèle, d'ailleurs, c'est un usage que je trouve assez intéressant. Mais à nouveau, qui est desservi par, on va dire, la réputation de X. Sur Groq, sur X, il y a énormément de gens qui demandent @Groq, est-ce que cette information est c'est vrai. Alors, des fois, c'est foireux, mais des fois, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Sincèrement, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Et moi, j'étais agréablement surpris. Et donc, cet usage-là de rentrer, tu vois, une IA dans un flux, de dire est-ce que tu peux me dire si c'est bon, c'est pas vrai. Franchement, il y a des trucs pas mal. Ce côté un peu, on va dire, pas désinvolte, mais le côté un peu, on va dire, un peu râpeux de l'esprit de Groq versus un OpenAI tout gentil, tout mignon, tout scout, alors que l'autre, il est un peu plus rentre dedans. Ça donne Enfin, il y avait quelque chose qui était intéressant dans le produit. Mais à nouveau, le produit X étant pas très apprécié, où il y a beaucoup de gens qui sont partis de X pour des bonnes ou mauvaises raisons, moi j'y suis toujours et je trouve qu'il y a des flux très intéressants, fait que le produit... Finalement, on n'arrive pas à accrocher sur cet usage-là non plus. Donc, tu dis, il y a de très bonnes idées, mais qui sont parties un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, voilà. Il faut tout remettre sur la table et retrouver un nouveau cap. Avec une ironie quand même dans le sujet de gouvernance, c'est que l'ambition de Groq au départ, c'était la super intelligence humaine visant à aligner l'ensemble de l'humanité. Et on voit que Musk est un foutu d'aligner 11 personnes pendant 3 ans pour mener le projet à bien. Après, c'est vrai que, mais encore une fois, tu vois, ça n'a pas été. Mais cela étant, dans toutes les autres boîtes, il y a eu des mouvements. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est pas des gamins qui l'avaient pris, c'était des types qui étaient seniors. Ils en avaient peut-être un peu marre d'avoir un Musk sur le dos qui doit être très, 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 très difficile à vivre. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont aucun problème de subsistance. Tu peux partir sans te griller, quoi. Oui, bien sûr. Et puis tu peux avoir le droit d'en avoir marre et de vouloir faire autre chose. Après, il y a un autre élément quand même. Il y a le projet qu'il a annoncé récemment, le TerraFab. Oui, TerraFab, c'est autre chose. Ça, c'est incroyable. Oui, mais si on réfléchit un peu dans une logique de coller les pièces les unes aux autres et de puzzle. TerraFab nécessite, il veut faire ses puces aussi au passage. Il veut essayer de connecter les pièces du puzzle entre elles, entre SpaceX, entre Tesla, entre tout ça. Donc il y a peut-être aussi une volonté de sa part de réorienter un peu les choses ou d'annoncer quelque part ce reboot dans le fait d'amener quelque chose dans TerraFab. Je sais pas quoi, mais il y a certainement quelque chose qui peut se jouer. Sauf que le TerraFab va pas se construire en 2 jours, tu vois. Ça va mettre du temps. Construire une structure comme ça... Mais regarde, XAI, il l'a monté à toute vitesse. Oui, mais là on parle de hardware. C'est-à-dire que là, il veut créer une usine où on fabriquera les puces de demain. Ça va prendre 3, 4, 5 ans. Il a annoncé quoi, 5 ans Et ça coûte des dizaines de milliards. 5, oui, donc ça prendra 10. Je suis d'accord, mais il a derrière lui l'expérience des Gigafactory à l'époque où personne ne pensait qu'il serait foutu de faire des batteries, des Gigapress. Et c'est un joueur de Lego formidable avec ses propres pièces. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a pivoté sur il ne faut pas enterrer le truc. Quand je lève les mains, vous savez, c'est pas bon signe. Je me sens menacé. C'est pas bon là. Je suis menacé par notre réalisateur et surtout par la pendule. Il est 20h. On revient dans un instant. Petite pause et on repart avec Jérôme, Philippe et Damien. Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h03, c'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et oui, on papote pendant la pub et des fois on raconte des petites bêtises. Toutes petites bêtises, pas grosses. Jérôme Colombin est toujours là, podcasteur, journaliste, monde numérique, à découvrir évidemment en podcast audio et vidéo. À tes côtés, Philippe Devost, fondateur de Phileos et cofondateur de Wanadoo. Et puis donc Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Je vous propose maintenant de repartir sur Apple. Apple qui, eh bien, vous le savez, de manière, on va dire, un peu insistante, Donald Trump aimerait qu'Apple fabrique ses iPhones aux US. Mais bon, le seul truc, c'est qu'on ne fabrique pas quelques centaines de millions d'iPhones comme ça aux États-Unis sans évidemment avoir une supply chain au cordeau, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Ce sont les Chinois et l'Inde qui commencent véritablement à être... Vietnam aussi. Le Vietnam aussi. Mais c'est vrai que l'Inde monte en puissance dans la fabrication des iPhones. J'étais impressionné. Je crois que 30% des iPhones aujourd'hui sont fabriqués en Inde, ce qui était encore inenvisageable il y a quelques temps de cela. Mais Apple, malgré tout, pour des raisons, on le comprend, politiques et de souveraineté, eh bien, aimerait monter en puissance pour eh bien, sécuriser ses positions aux États-Unis. Et c'est l'actualité du jour. Alors, évidemment, il y a eu pas mal d'investissements qui ont été annoncés, hein, mais Apple a annoncé ce plan d'investissement complémentaire de 400 millions de dollars d'ici 2030. Alors, 400 millions pour Apple, autant vous dire que c'est une pièce dans le jukebox. Hein, enfin, pour tous ceux qui connaissent le jukebox, parce que c'est vrai que les plus jeunes, voilà. Flipper. Et encore. La borne d'arcade. Le distributeur de café. Oui, voilà, comme ça au moins. Tu mets plus de pièces là-dedans. Non, tu mets plus de pièces. Tu tires le voilà. En fait, c'est le concept de la pièce qui est usé. Voilà, c'est ça. Plus que celui de la machine. La borne d'arcade. Le grand retour de la borne C'est vrai que d'arcade. c'est le concept de la pièce. Et donc, voilà, donc Apple est fier aussi de pouvoir, en investissant cet argent, faire des partenariats avec des entreprises aux États-Unis, Bosch, Cirrus Logic, TDK et Knitty Electronics. Et Tim Cook a même déclaré ceci chez Apple: nous croyons en la puissance de l'innovation et de la fabrication américaine. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Et nous sommes fiers de collaborer avec un nombre croissant d'entreprises pour produire des composants essentiels et des matériaux de pointe pour nos produits, ici même aux États-Unis. Donc, malgré tout, il y a cette volonté de ménager la chèvre et le chou. Voilà. Fabriquer toujours autant d'iPhone en Asie parce qu'on n'a pas le choix, mais peut-être préparer l'après aux US. Philippe, ton point de vue sur cette communication, parce que j'ai l'impression que c'est plus de la communication qu'autre chose aujourd'hui. Quel est ton Il y a un premier volet de com, et d'ailleurs, tu l'as très bien rappelé tout à fait au début. Moi, j'étais en plateau avec toi le 11 mars dernier quand on a parlé de l'Inde. Donc cette sortie exclusive de la Chine avec un rééquilibrage qui reste en Asie, mais leur objectif est d'avoir que tous les iPhones vendus aux US soient fabriqués en Inde et plus en Chine. Ça, c'est un premier sujet. Mais effectivement, la base de production en volume, elle reste hors des États-Unis parce que c'est pas possible de faire autrement. Aucun iPhone est fabriqué aux États-Unis, hein, je crois. Aucun. Il y a quelques Mac très haut de gamme qui sont assemblés. Qu'ils viennent d'arrêter. Ils viennent d'arrêter ça. C'était les Mac Pro. Ah, c'était les Mac Pro qui étaient. Ouais, c'était les Mac Pro. Parce que c'est des machines qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des petites séries. Voilà. Donc on pouvait trouver la main-d'œuvre, et encore ils avaient du mal à trouver la main-d'œuvre pour pouvoir les fabriquer. C'est fini. Officiellement. Oui, mais les robots ont changé tout ça, un jour ou l'autre. Mais le point surtout, au-delà du fait qu'Apple triangule et répartit ses volumes, ses approvisionnements et sa diplomatie, enfin l'industrie est devenue un enjeu diplomatique. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Mais la dépendance reste vers l'amont sur tout ce qui est terres rares, le lithium, le cobalt, tout le raffinage, qui sont encore aujourd'hui quasi exclusivement contrôlés par la Chine. Donc, rapatrier des savoir-faire particuliers sur les capteurs, sur des éléments et des composants des iPhones, c'est une bonne chose, surtout si ça permet de rester persona grata et non pas fournisseur à risque aux États-Unis, mais ça ne suffira pas, et de loin. Et je pense qu'ils en sont conscients, et c'est pour ça que mon point de vue, c'est que c'est un effet d'annonce
surtout quand on voit le discours que tu as relaté et devant lequel nous nous sommes endormis, de Tim Cook avec son charisme habituel. On a l'impression quand même que le pauvre Tim Cook, qui a mis 20 ans, quasiment la moitié de sa carrière à construire une supply chain. C'est l'homme de la supply chain, quand même. C'est l'homme de la supply chain. Et une supply chain au cordeau, il n'y a rien qui dépasse. Et là, alors qu'il pourrait tranquillement partir en retraite, etc. Avec ses petits iPhones fabriqués en Chine. Il faut que tu recommences tout à zéro. Voilà. Tu nous reconstruis tout. Un président qui te dit, allez mon gars, si tu veux pas payer des droits de douane, il va falloir que tu fabriques sur le sol américain. Oui, mais Tim Cook is a great guy. Donc tu sais, c'est important. Mais par contre, dans l'émission, Stéphanie, juste avant, il disait dans le journal juste avant, Stéphanie Colo. Effectivement, merci de le préciser, Stéphanie Colo, que on voyait que les droits de douane aujourd'hui étaient massivement absorbés par le consommateur américain. Ouais. En gros, les entreprises baissent pas leurs marges. Et donc il y a on va dire une taxe déguisée qui est en train de se passer avec le principe des droits de douane. Donc ce qui risque de se passer, c'est une augmentation peut-être du prix de l'iPhone. Peut-être, par le fait qu'il soit partiellement fabriqué là-bas. Ouais. Après, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que j'ai regardé par curiosité, je me suis dit, tiens, que font les petits camarades? Juste pour voir, par curiosité. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, ils ont tous la même stratégie. Samsung n'est déjà quasiment plus en Chine, et ils sont partis en Inde et au Vietnam. Ils fabriquent d'ailleurs quasiment qu'au Vietnam et ils investissent l'Inde. Google lance ses pixels justement au Vietnam, même chose, donc ils délocalisent au Vietnam. Microsoft et Amazon, pareil, même chose, ils vont vers l'Inde et le Vietnam. Donc on voit bien modification de déséquilibre, mais c'est pas que uniquement Apple, même si pour faire, on va dire, le prix de la liberté ou pour essayer on va dire, de montrer allégeance à Donald Trump, il y a quand même un mouvement global de toutes ces sociétés vers ces marchés-là qui se désinvestissent de la Chine, comme tu le disais Philippe, certainement pour des questions aussi déjà géopolitiques, pour éviter de s'en prendre une le jour où ça risque de claquer, et aussi des pays émergents qui sont moins chers, parce qu'il y a aussi ça, le coût de la fabrication a augmenté dans le temps. La Chine n'est plus le manufactureur, on va dire, d'époque, qui était pas cher, disons aussi ça. Donc le futur, c'est quoi? Il faudra, quand les niveaux, quand les prix finalement en Inde ou au Vietnam atteindront ceux aujourd'hui de la Chine, et puis... Il y aura les robots d'ici là. Exactement. Et comme dirait Elon Musk, ça coûtera rien, on produira à foison. Ça coûtera rien. Le coût marginal zéro économique, c'est bon. L'abondance maximum. Non, mais c'est vrai que le robot apparaît quand même comme un élément intéressant pour la souveraineté à laquelle tout le monde court, y compris les Américains. On le voit très bien avec cette histoire-là. Mais l'histoire est loin de pouvoir devenir une réalité aujourd'hui. Ouais. Alors, il faut savoir que sur les iPhones et les Apple Watch, il y a un verre qui s'appelle le verre Corning. Oui. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai qu'il y a un verre Gorilla Glass. Voilà, qui est hyper renforcé. Ça, c'est américain, non? Alors oui, c'est fabriqué dans le Kentucky. Donc il y a au moins une pièce qui est fabriquée aux US. C'est le verre, en fait, des Apple Watch et des iPhones. Mais bon, ça fait court, hein. C'est pas avec un verre que tu fabriques un iPhone. C'est un bon point de départ. Pourtant, l'interface Liquid Glass pouvait indiquer que... oui, c'est ça, Liquid Glass, mais ça suffira pas. Non. Tous les circuits seront intégrés dans le verre. Ouais, peut-être. N'oublions pas quand même aussi que l'année prochaine, c'est les 25 ans de l'iPhone. Ouais. Et oui, déjà. Et pourtant, on se rappelle, comme si c'était hier, cette magnifique keynote. Mais n'empêche, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle génération qui va sortir, avec a priori certainement un téléphone qui va se plier, dont l'écran sera fourni par Samsung. Donc il y a quand même des choses qui vont arriver d'un point de vue technologique. La question, c'est est-ce que ce sera fabriqué sur le sol américain ou en Asie? Moi, mon pari, c'est de dire que les téléphones moins compliqués seront certainement réservés pour les États-Unis, pour des questions aussi de main-d'œuvre, alors que les plus perfectionnés continueront à être fabriqués en Asie. Après, on dit c'est de la com, l'annonce d'aujourd'hui. Ça doit quand même sans doute se traduire par des choses concrètes, et c'est pas idiot, finalement, de vouloir un peu sous-traiter auprès d'entreprises qui, elles, ont les infrastructures, les sites de production, sans doute la main-d'œuvre, le savoir-faire pour faire fonctionner tout ça, même si ça représente, je sais pas ce qu'ils ont prévu, et ce qui a été rendu public, mais quelle proportion d'iPhone ça pourrait représenter, ou quelle proportion dans la fabrication d'un iPhone ça pourrait représenter, mais c'est pas idiot de s'appuyer sur des prestataires tiers, me semble-t-il. Mais sachant qu'encore une fois, moi, dans ma compréhension, ces prestataires sont avant tout des fournisseurs de sous-systèmes. Ouais, mais pas les assembleurs. Et pas les assembleurs. Pas les assembleurs. Pas les assembleurs. Et là, ça premier pas.
Quand tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas qu'Apple qui quitte la Chine d'une certaine manière et qui s'étend vers l'Inde, le Vietnam, mais que c'est également le cas des Sud-Coréens, on pourrait se demander qu'est-ce qui reste en Chine. Mais en Chine, il reste encore une fois les terres rares et tous les composants, tous les minéraux critiques dans la chaîne de fabrication et dans la chaîne de valeur. Et puis, il reste aussi maintenant les constructeurs chinois qui ont appris. C'est ce fameux bouquin que vous avez sans doute lu, Apple et China. Justement, je voulais en venir grâce là. à Apple, c'est incroyable. On t'a appris à maîtriser la production par centaines de millions d'objets de très très haute précision. Bien sûr. Et qui maintenant commencent à avoir un design qui n'est pas mauvais. Et la première victime collatérale de cette montée en puissance technologique précise chinoise, c'est l'industrie automobile allemande. Oui, tout à fait. Et oui, qui de la même manière. Puisque les premiers constructeurs auto, alors je mets BYD de côté, mais enfin c'est quand même étonnant de voir que aujourd'hui, dans les produits, les voitures chinoises électriques les plus intéressantes, il y en a une qui est fabriquée par un constructeur de téléphone, qui est Xiaomi. Oui. Et donc c'est vraiment ce transfert de savoir-faire, de supply chain, mais de tooling aussi. Je ne sais pas si tu te souviens les pubs qu'il y avait sur les sites d'Apple il y a 15 ans, où tu voyais les machines de découpe à jet d'eau très haute pression. Pour les premiers unibody, les premières coques qui étaient entièrement creusées et qui n'étaient plus soudées. Et en fait, le tooling a été conçu par Apple, a été déployé en Chine et maintenant, voilà, ils te font des trucs au micron. Ça, c'est l'histoire dans plein de secteurs. C'est un peu tu prends le cas de l'aviation. Oui. C'est le succès de la Chine. Airbus est arrivé en Chine. Airbus qui vient d'ailleurs de remporter une très très grosse commande tu as en raison, Chine, au détriment de Boeing, mais le tooling va aller avec. Mais parce que, donc, rappelons-le, il y a peut-être 20 ans de cela, Airbus avait délocalisé l'assemblage de ses avions en Chine. Pendant ce temps-là, eh bien, les ingénieurs chinois ont été formés, etc. etc. Et je vous rappelle que la Chine a sorti des avions qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des Airbus et qui volent. Alors les Comac, ils ont encore, d'après ce que j'avais compris, des légers problèmes d'homologation. Oui, bien sûr, mais c'est une question de temps, Philippe. C'est une question de temps. Dans 10 ans, ils auront leur Airbus à eux. Tout ça pourquoi ? Parce que Airbus leur aura donné le savoir-faire. Mais c'est des raisons politiques. C'est pas condamnable. Pour rentrer sur le marché, évidemment, obligé de faire ça. Évidemment. Donc, ils étaient obligés. Enfin, c'était un transfert de technologie et c'était valable pour les avions comme pour plein d'autres trucs. Mais bien sûr. Ils étaient obligés de donner ça. Et rappelons bien que dans toutes les entreprises chinoises, quelles qu'elles soient, privées, je mets des guillemets à privées, pour ceux qui nous écoutent au podcast, il y a l'État qui est présent. Il y a une agence de l'État, pardon, qui est toujours présente quelque part. Si tant est qu'il y a un CEO qui donnerait son avis quelque part, on pourrait l'envoyer en vacances longtemps. Donc, les joint ventures, c'était 51% pour les Chinois. Exactement. Tout à fait. OK, il y a du transfert de technologie et c'est toujours risqué. Mais ils ont appris. Et voilà, c'est toujours risqué pour ceux qui transfèrent. À court terme, c'est intéressant. À long terme, c'est se tirer une balle dans le pied. Et il y a aussi du reverse engineering, le coût des avions. Tu as raison d'en parler parce qu'ils sont même allés jusqu'à acheter des avions pour les désosser et pour voir comment ils. On fait pareil avec les bagnoles. Oui, bien sûr. Chez Renault, ils ont démonté des voitures électriques pour comprendre comment BYD faisait des voitures. C'est assez amusant. Mais démonter une voiture, ça doit déjà être compliqué. Démonter un Airbus, je pense que c'est un. Surtout si tu veux le remonter pour 6 vols. Moi, je ne monterai pas dedans, les gars. Il est démonté celui-ci. Ok, je prendrai le prochain. C'est une question il te reste des vis à la fin. C'est une question de temps. C'est une question de temps et de patience. Et les Chinois ont du temps et de la patience. Et bien sûr. Il y a la question du nom. Ouais, c'est clair. Et les ingénieurs aujourd'hui. Et surtout, voilà, moi je pense qu'il faut battre en brèche un truc que j'entends souvent, que oui, alors les Chinois ils copient. Alors ils ont peut-être copié à une époque. C'est fini ça. Mais aujourd'hui ils innovent. Ah non, mais évidemment. Vraiment. Évidemment. Moi, je préfère remplacer le mot copier par apprendre. Les Chinois, ils apprennent. Ils n'ont pas arrêté d'apprendre. Par exemple. Et ils ont cette soif qu'on voit d'ailleurs même dans les écoles. Ils s'inspirent aussi, on peut dire. Non, mais ils ont cette soif de tester. Il faut regarder d'apprendre, de voir. Il faut regarder le documentaire de Mathieu Stéphanie, Christopher Siminelli sur YouTube. Christopher Siminelli. Super instructif. C'est clair. Disponible sur YouTube, tu as raison de le signaler. Il nous reste quelques minutes avant d'évoquer Amazon qui rachète cette start-up Fauna Robotics que personnellement je ne connaissais pas. Voilà. Qui est spécialisée dans la robotique humanoïde. Un mot sur l'App Store, non pas d'Apple, mais d'OpenAI, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait brièvement parlé, c'était fin décembre dernier, OpenAI qui lançait à ce moment-là son App Store. En fait, dans le ChatGPT, vous avez la possibilité d'avoir des applications. Alors, ça peut être DoorDash, ça peut être Uber Eats, etc., qui viennent en fait se plugger à ChatGPT. Il y avait même eu Spotify à un moment.
Bon, alors... Qui a utilisé ça? Alors, non. Alors apparemment Carrefour y croit, d'après ce que j'ai vu il y a 2 jours. Ah ouais. Carrefour aussi, bien sûr. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait fermer. J'ai vu qu'il y avait d'autres boîtes françaises aussi qui s'étaient mis sur ce... D'autres boîtes françaises se sont mis sur ce store. Le seul souci, c'est que Bloomberg nous dit que pour l'instant, les résultats sont en deçà des attentes. Ça n'a pas l'air de bien marcher, ce truc-là. J'allais dire encore une épine dans le pied d'OpenAI qui les enchaîne, hein, Philippe, là. On a l'impression que tout remonte à la surface, là. Non, mais alors, moi, ça m'inspire 2 choses. La première, c'est le code RED chez OpenAI. L'alerte rouge, elle a été sonnée à la fin de l'année dernière. Ouais. Et je pense que Fujitsumo est en train de tout passer au Karcher et ça va partir au Karcher. Donc, d'une certaine manière, c'est pas une surprise. Moi, surtout, l'autre réflexion qui me vient, c'est tous ces acteurs qui ont essayé de venir au-dessus de cette couche OpenAI pour développer leur application dans le store, se sont retrouvés en dépendance de celui qui maîtrise la couche immédiatement en dessous et vont en faire les frais. Je suis désolé pour Alexandre Bompard, mais ça va il faut faire toujours attention à ce qui se passe dans ce domaine. Mais finalement, c'est juste une question d'étalement. OpenAI et son App Store sont en train de se faire Sherlockiser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sherlock. C'est pareil. Tu vas chercher des références. Ah, j'adore. J'adore. Rappel quand même pour. C'est le privilège de l'ancienneté. Mais on aurait pu me sortir les Shadok, d'ailleurs. C'était Apple qui avait racheté une boîte qui s'appelait Sherlock et qui avait essayé d'améliorer, on va dire, le Finder. Et finalement, le Finder a fait la même chose. Et donc, ils s'étaient fait retrouver. Voilà. Ils se sont retrouvés sur la paille. Sur la paille. Mais... C'était cool, un Finder Sherlock. C'était cool. Absolument. Déjà, le nom en tout cas était bien. Ouais, c'est sympa. Bien trouvé. Mais non, pour le reste, effectivement, moi, j'ai jamais utilisé GPT Store. En fait, le GPT Store, ça, c'est parti d'une idée qui n'était pas idiote, qui était de dire l'usage sur le mobile de GPT, si finalement on peut mettre des applications, alors pas que des applications de marque, on peut développer aussi ses propres applications. Et bien par conséquent, on va pouvoir finalement avoir une sorte d'App Store, et comme ça, les gens vont utiliser finalement la plateforme GPT pour faire des choses. Le truc, c'est que finalement, le modèle économique n'a jamais vraiment été précisé, alors qu'à la base, il y avait une logique un peu à la Apple, on fait un partage de revenus final pas très clair. 2, les applications sont pas vraiment à la hauteur parce qu'on reste dans l'interface de GPT, même si on peut avoir une interface spécifique, mais bon, voilà, on reste quand même dans quelque chose qui est un peu limité. Il y a plein d'applications qu'on peut créer. Alors, je parle pas des grandes marques, mais tout le monde peut s'amuser à faire son petit GPT s'il a envie. Donc tu te retrouves avec un catalogue pas possible, tu sais pas quoi choisir, comment, pourquoi. Et en plus, tu peux faire même ton propre GPT toi-même. Donc quelque part, ça c'est très bien. Moi j'ai toute ma tribu. L'intérêt est limité pour les développeurs. J'ai toute mon armée. Il y a un Jérôme Colomba de GPT, je vous le dis pas. Et justement, ça crée pas, tu vois, quelque chose d'incitant comme a pu être les App Store, Google et Apple. Donc au final, c'est une bonne idée qui finalement a été mal exécutée et on sait même pas trop s'ils y croient au final. Ils ont rameuté des marques qui ont développé des trucs, mais au final, je pense qu'ils vont passer au Karcher le truc. Ils ont essayé, auront essayé. Oui, bien sûr. Mais c'est dans cette logique, comme disait Philippe tout à l'heure, de couteau suisse. On sait tout faire, et finalement, je pense qu'ils se rendent compte que tout faire ne veut pas dire forcément bien faire. L'idée de départ est géniale. L'idée de départ, du lancement de ChatGPT comme une espèce d'immense bêta, pas du tout terminée d'ailleurs, mais mise dans les mains de tout le monde. Et cette idée qu'on pouvait, à travers une interface, juste en tapant du texte, obtenir plein de choses, ce point de départ-là, il est génial. Mais quand on le transpose à un store, comme ils ont essayé de le faire, à ce moment-là, on est obligé, comme l'interface, c'est juste taper du texte, ou éventuellement parler, mais parler, c'est du texte, à la fin, on ne peut s'interfacer qu'avec des gens qui ont déjà des API. Et donc, développer des applications originales sur le GPT Store était à mon avis extrêmement difficile parce que c'était pas conçu, l'interface n'était pas conçue. Ouais, bien sûr. Et puis pour finir en termes de fiabilité, je reparlais de l'application de Carrefour que j'ai testée immédiatement que j'ai vu la publication LinkedIn de Bompard. Ça n'a pas marché. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, en fait au sens où la démonstration qui était faite, pour une raison que j'ignore, de mon côté, il n'arrivait pas, tu vois, par exemple, à me sortir la liste des Carrefour auxquels je pouvais cliquer pour demander le drive, etc. Ça plantait. Il y a un truc qui disait je ne peux pas accéder à la requête, etc. Donc déjà le produit en lui-même, si tu veux, n'était pas,
Ok, j'ai une liste pour faire des crêpes, super, mais je peux les envoyer nulle part. Et puis deuxième élément, comme tu disais, Philippe, dans ce cas particulier, je peux pas choisir ce que je veux. Je peux pas choisir les produits en particulier. Alors il y a un petit twist dans la vidéo qu'il fait, il dit oui, moi j'aime bien les produits Carrefour, donc je vends que des produits Carrefour. Oui, mais si je veux un produit de telle marque, de telle marque, tu rentres dans une usine à gaz qui fait que tu vas prendre ton application et tu vas cliquer sur les produits que tu veux, surtout si tu as l'habitude. Donc c'est pas évident d'un point de vue interface, c'est pas évident d'un point de vue... Donc l'idée est pas mauvaise, mais au final, ça marche pas. Ouais. J'ai jamais compris s'il fallait rentrer par ChatGPT ou rentrer par une app extérieure. Là, tu vois, c'est un centre commercial dans lequel la signalétique est juste pas du tout au point. Ouais. Et puis ça part du principe que finalement on vit sur ChatGPT, ce qui n'est pas encore forcément le cas de tout le monde. Tu vois, parce que non, mais sérieusement, tu vois, bon, autant ChatGPT, moi je m'en sers perso. Alors je prends mon cas perso pour pas mal de choses, mais j'aime bien lancer mon Spotify, j'aime bien lancer mon Uber, et j'ai pas encore le réflexe de, je sais pas. Peut-être que ça viendra, mais j'ai pas le réflexe d'aller sur une IA pour lancer des services dont je me sers de manière autre. Mais en règle générale, c'est ça le truc. Et je pense que OpenAI avait beaucoup capitalisé sur ce mix, finalement, qui ne s'avère pas aussi évident que ça. Mais en règle générale, est-ce que c'est pas finalement une mauvaise idée de départ, de vouloir fusionner comme ça des services une fois que les plis des usages sont pris? Peut-être. C'est vrai, tu cites Spotify, un exemple parmi d'autres, regarde, ça avait été intégré dans Waze. Donc tu pouvais depuis Waze piloter ton Spotify. Oui, mais quel intérêt? Quel intérêt? C'est clair. C'est beaucoup plus facile de Ça fait plaisir aux ingénieurs qui l'ont développé. Oui, mais c'est beaucoup plus facile, même mentalement, d'avoir la navigation, de switcher d'appli, d'avoir la musique, plutôt que d'avoir les deux qui se mélangent, etc. Mais je pense que la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est un truc d'ingénieur, c'est parce que c'était faisable. Et pourquoi c'était faisable? Parce que Spotify avait déjà une API. Et bien sûr. Parce qu'ils avaient besoin d'une API pour pouvoir s'interfacer avec les différents systèmes de consultation et les différentes interfaces d'exécution de musique. Mais de là à imaginer que ChatGPT serait une interface d'exécution, à mon avis, c'est l'os à bloc. Oui, absolument. Même s'il le fait pour finir de capitaliser sur les marques, c'est une bonne idée d'amener du monde. Oui, j'ai vu, il lève la main, il me fait très peur. D'autres marques pour attirer du monde sur ChatGPT n'était pas forcément une mauvaise idée. Non, c'est clair, c'est clair. Et au final, leur App Store, ça ressemble un peu à un vide-grenier. Après, voilà, la constatation de Bloomberg, c'est que tu viens, tu repars avec rien. Donc. Et là, pour terminer là-dessus, la constatation de Bloomberg, c'est que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'arrêter. Attention. Donc, peut-être qu'il y aura une mise à jour et que demain, on craquera et que tu pourras faire tes courses Carrefour directement sur ChatGPT. Fidji sera passé par là, il aura bien tout nettoyé parce que là, c'est pas le sujet là aujourd'hui. Oui, ça leur coûte peut-être rien du tout cette histoire-là. Hein. Peut-être aussi. Tiens, après Carrefour, si on parlait d'Amazon, et pas de la même manière en fait, puisque c'est une info qui est tombée il y a quelques jours de cela qu'on n'avait pas eu l'occasion d'évoquer dans Tech & Co. C'est Amazon qui a racheté une start-up de robots humanoïdes qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, elle s'appelle Fauna Robotics. Fauna Robotics, c'est une jeune start-up qui a été créée en 2024 avec qui a été faite par des anciens de Meta et chez Google et qui a fabriqué Sprout. Sprout, c'est un robot qui fait un peu plus d'1 mètre de hauteur pour 22,7 kilos. Ça veut dire chou, c'est ça? Oui, Sprout, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il est tout chou, en plus. C'est mieux qu'en français. Hein. Oui, Sprout, c'est pas terrible. Je suis d'accord. Peut-être que quand ça sortira, ils le rebaptiseront. Je pense que c'est vrai. Mais il a une bonne tête. Voilà, il fait un peu penser à Wall-E, je trouve. Enfin, il a un petit côté sympathique, cartoon. C'est un peu joué. Et il y a une dimension modulaire, jouée et modulaire. Et donc, ce concept, cette start-up a été rachetée par Amazon. Pourquoi faire ? On ne sait pas. Amazon n'a pas trop communiqué là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils rachètent pas mal de boîtes de robotique en ce moment. Amazon, la livraison, là, ce sont des robots à usage domestique. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de penser au coup d'après, Philippe ? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, mais c'est pas nouveau. Amazon est dans la robotique depuis 15 ans. Oui, Amazon dans les centres de distribution. Amazon a commencé avec l'entrepôt, il a continué avec la route, avec Zoox et ses navettes autonomes. Il a essayé une première fois d'entrer dans la maison avec Roomba, les aspirateurs. Ouais. Et c'est tombé à l'eau. Il a été bloqué par le régulateur américain. Donc il avait essayé d'entrer par la petite porte avec l'aspi. Bon, là, il rentre par la grande porte avec le robot. Mais ils avaient déjà lancé un robot. Les deux, ils avaient lancé un robot qui s'appelait Astro. Voilà, Astro, là, qui était tout mignon et qui en fait avait une tendance à se suicider
dans les escaliers. Oui. Donc, mais tu as raison, parce que la maison, contrairement à l'entrepôt, qui est un truc assez bien délimité, ou même à l'usine où il y a des postes, la maison, c'est le chaos absolu. Ah bah oui, il y a des escaliers, il y a des trucs qui tombent, il y a des enfants qui courent, il y a des chats qui passent. Il y a des chats qui te sautent dessus. Mais en même temps, ce qui fait que donc c'est un endroit qui est extrêmement complexe. C'est un endroit qui va poser des petits sujets en termes d'assurance, parce que le jour où le petit robot écrase le chien, si ce n'est le gamin, là, il va y avoir un petit sujet assurantiel. Ah oui. Mais surtout, c'est un endroit où tu as une capacité à collecter des données qui est ahurissante, et Amazon le fait déjà très très bien. Mais ça je pense, c'est le très bon point. Tous les acteurs du marché, ils essaient de craquer l'habitat, on va dire, depuis des années. Je prends l'exemple, si je tire le fil sur Amazon, les systèmes d'alarme, Ring, sonnette d'abord, puis système d'alarme. Bien sûr. Donc pareil, et je rappelle qu'il y a... Echo-Show. Et je rappelle, alors, il y a aussi toute la gamme Echo, tu as raison, mais je parle sur l'alarme, parce que l'alarme, je rappelle qu'il y a eu des caméras, on pouvait accéder aux images des caméras de surveillance de Ring. Et c'était pas chez toi, c'est ça que tu veux dire? Non, mais en fait, la police pouvait y accéder. La police pouvait accéder, oui. Voilà. Et puis, il y a eu aussi il y a eu des failles de sécurité, on pouvait accéder aussi à des informations. Donc, voilà, mais il y a toute cette volonté d'être dans l'écosystème, on va dire, de l'habitat, qui est depuis longtemps dans lequel ils essayent d'être. Donc le robot, c'est la case d'après, pour essayer d'être là et capter aussi de l'information. Et peut-être aller vérifier, après t'avoir fait livrer ton Amazon, tes produits Amazon à la porte, vérifier que tu as toujours du papier toilette et éventuellement te dire, tu devrais y penser pour la fois prochaine. Mais moi, j'imagine un petit robot comme ça avec Alexa Plus, ça pourrait être top. Oui, alors Alexa Plus, on l'attend. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Ça arrive. Ne sois pas trop impatient, Jérôme, ça arrive. Oui, mais là, c'est un peu long quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu long. Siri, excusez-moi, mais ça fait 2 ans qu'on l'attend. Siri, ça y est, on fera 100. Hein. Non, mais je trouve que c'est légitime qu'ils s'intéressent à ça, qu'ils essayent de faire ce genre de choses dans la maison. C'est légitime qu'ils s'attaquent à la robotique, parce que comme tu l'as dit, dans la partie distribution, commerce, e-commerce, etc., ils sont dans une quête. Ils sont qu'au début de l'histoire, ils ont robotisé beaucoup de choses, mais il y a encore plein de points de friction, c'est-à-dire là où il y a des humains et qui veulent remplacer par des robots, c'est clair. Et dans la maison, c'est légitime pour les raisons que Damien vient d'évoquer, aussi pour l'assistant vocal, etc. Et c'est aussi parce qu'ils ne sont pas les seuls, tout le monde fait ça. Il y a plein de boîtes aujourd'hui aux États-Unis et en Chine qui essayent de faire entrer de voir si on pourrait avoir des humanoïdes à la maison, avec toutes les difficultés que ça pose, l'entraînement, donc la collecte des data et tout, mais surtout le principal problème, celui que tu as souligné, Philippe, qui à mon avis est la sécurité. Un truc tout bête, un objet de entre 30 et jusqu'à 70 kilos qui se déplace à la maison, le pied, ça fait mal quand même. Donc c'est un danger, à la maison. Ouais, 30 kilos, ça commence à faire pas mal, hein, franchement. Alors, tu te prends une table basse, le petit doigt sur la table basse, bon, tu es énervé, mais c'est pas la table qui t'a agressé, elle n'a pas bougé. Tandis que le robot, demain, ça peut faire mal. Philippe, pour terminer. Oui, pour terminer, alors, première chose, quand on voit... Fauna, il faut se souvenir que, pour l'instant, ils font un kit de développement. Ça n'est pas un industriel qui fabrique des robots. Et ça, ce sont ce qu'on voit, ce que les téléspectateurs voient à la télévision, c'est des prototypes, ce sont des illustrations de ce que ça peut faire. Ça coûte 50 000 € aussi. Hein. Voilà, donc on est 3 fois plus cher qu'une ITRI et c'est un kit de développement. La deuxième chose, c'est quand on voit les bras du robot et notamment les extrémités, ce qu'on pourrait appeler les mains, on est encore loin du paradoxe de Moravec. Qui est que la tâche la plus difficile à accomplir, qui est de ranger un lave-vaisselle ou de faire un œuf sur le plat sans laisser de coquille dans la poêle, c'est pas Fauna qui va l'accomplir. Mais encore une fois, 15 ans, Amazon trace son sillon, ils sont en train d'entrer dans la maison, et c'est une très bonne idée. De leur point de vue, c'est une très très bonne idée. Et juste pour finir, c'est quand même une plateforme d'IA Nvidia derrière. J'ai regardé, c'est le petit nom, c'est Jetson Orin, qui est c'est de l'IA embarquée. Donc c'est pas non plus un produit qui va rien faire. Il y a quelque chose derrière qui va se passer. Mais effectivement, je pense que tout comme pour finir, les robots sont rentrés dans les usines, enfin dans les entrepôts. D'ailleurs, c'est une boîte française, je crois, qui fournit les genres de gros Roomba qui bougent les cartons dans les entrepôts. Ah oui, il y a une boîte française qui fait ça. Oui, voilà. Je pense pas qu'il soit chez Amazon. Hein. Amazon a son propre truc. Ils ont les équivalents. Ils ont des équivalents. Il y a cette volonté quand même d'entrer dans le. Mais je pense que oui, ils vont prendre le temps. Ils vont prendre le temps. Et les petits plots en Lego pour mettre des trucs, c'est assez marrant ça. Ce qui est amusant, c'est que de tout ce dont on a parlé, parce que tu viens de citer Nvidia, de tout ce dont on a parlé depuis le début, depuis les investissements de Mistral jusqu'aux investissements d'Amazon, finalement, à la fin, c'est Nvidia qui gagne. C'est vrai. Dans tous les cas, c'est Nvidia qui gagne. C'est lui qui passe à la caisse à la fin. Absolument. Eh bien voilà, ça sera
la conclusion de ce débrief de l'actu tech. Merci beaucoup à tous les trois. Toujours un plaisir que de parcourir l'actualité tech en votre compagnie. Merci à Jérôme. Avec plaisir. Numérique, tous les jours, évidemment sur ta plateforme en podcast et en vidéo. Merci beaucoup à Philippe Devost, fondateur de Philios, cofondateur de Wanadoo. Et merci à Damien Douani aussi, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble et on s'intéressera à l'industrie du cinéma, vous savez, qui se pose des questions. J'allais dire malmenée, c'est peut-être un peu trop tôt, mais qui se pose des questions concernant l'IA. Et on en parlera avec mes deux invités qui me rejoignent dans un instant. Ce sont deux acteurs en fait de tout cela. Elisabeth Lehote, qui est directrice générale de l'ADAMI, qui est la Société pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interprètes, et aussi le comédien et réalisateur Maurice Barthélémy, que vous connaissez sans doute. Vous allez le découvrir dans un instant. Vous restez là, petite pause, et ce sera le Tech Flash avec Léa Benaïm. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h35, il est temps de retrouver le Tech Flash comme chaque soir. Ce qu'il faut retenir de l'actualité tech du jour, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, le français Mistral lève 830 millions de dollars. Un emprunt réalisé auprès de 7 banques pour financer son premier centre de données situé dans l'Essonne. Annoncé lors du sommet de l'IA à Paris, ce data center équipé de puces Nvidia permettra à l'entreprise de ne plus dépendre des géants américains en matière de cloud. Mistral a également annoncé il y a quelques semaines le lancement d'un second centre de données, cette fois en Suède, pour 1,2 milliard d'euros. Toujours dans l'IA, nouveau départ du côté de chez XAI. Il s'agit de Ross Nordin, ancien de Tesla et considéré comme l'un des bras droits d'Elon Musk depuis la création de la start-up. C'était en 2023. Aujourd'hui, sur les 11 cofondateurs, il ne reste plus qu'Elon Musk encore en poste. Une instabilité qui inquiète les marchés à quelques mois de l'entrée en bourse de SpaceX, qui est désormais la maison mère de XAI. Il est dans l'actualité également, la mission Artemis 2 est enfin prête à partir. Et oui, le lancement est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi. La NASA, qui a tenu une conférence de presse hier, se dit confiante, même s'il reste une incertitude, la météo. Dans ce cas, la fenêtre de tir pourrait être prolongée jusqu'au 6 avril. Pour rappel, la mission Artemis doit envoyer des astronautes autour de la Lune, une première depuis plus de 50 ans. Et puis Sony va augmenter le prix de sa PS5 de 100 €. La console coûtera d'ici quelques jours 659 € au lieu de 549. Et pour la Pro, il faudra désormais débourser près de 900 €. Une console de jeu vendue plus chère 6 ans après sa sortie, c'est du jamais vu sur le marché de l'électronique. Même si cette fois la raison est évidente, Sony souffre clairement de l'explosion du prix de la RAM, ce qui ne présage rien de bon pour le prix de sa future PS6. Et enfin, la 2G vit ses derniers mots en France avec une première étape symbolique. Orange va commencer à débrancher dès demain son réseau, à commencer par le sud-ouest de la France. SFR et Bouygues Télécom suivront eux à partir du mois de novembre avec un objectif commun, dire adieu à la 2G d'ici la fin de l'année, ce qui permettra notamment de récupérer des fréquences pour les réattribuer à des technologies plus récentes comme la 4G et la 5G. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour votre rendez-vous auto en compagnie de Julien Bonnet. C'est bien sûr en route pour demain et au programme cette semaine, Renault casse les prix dans l'électrique et dévoile sa Twingo e-Tech, une citadine qui devient ainsi la voiture électrique la moins chère en France. On écoute un extrait. On ne présente plus la Renault Twingo, l'iconique citadine du losange, lancée pour la première fois en 1993 et écoulée depuis à plus de 4 millions d'exemplaires sur 3 générations. Gros changement sur cette 4e génération, c'est tout simplement la première à être uniquement proposée en version 100% électrique, alors que ce n'était qu'une des motorisations proposées sur la précédente, la 3e. Et pour faire passer la pilule, Renault a justement choisi de reprendre le dessin de la première génération, la plus populaire, avec cette tête de grenouille qu'on retrouve ici en version modernisée. Une première génération vendue entre 1993 et 2007 en Europe et qu'on croise encore beaucoup au quotidien dans les villes de France.
De quoi aussi compléter cette nouvelle gamme 100% électrique du Losange, qui surfe sur la nostalgie des anciennes gloires du passé, après les R5 et R4. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de cette émission, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech et sur l'appli BFM Business. 20h39, on va encore une fois parler de tech et de l'impact que peut avoir l'IA sur un secteur bien particulier. On va s'intéresser à l'industrie du cinéma maintenant avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Il y a quelques jours de cela, je recevais sur ce plateau deux personnalités qui défendaient aussi leur métier, les métiers de comédien doubleur. Patrick Cuban et Emmanuel Curtil étaient ici même sur ce plateau et expliquaient qu'évidemment, ils étaient très inquiets de l'arrivée de l'IA. Si un jour un Netflix, un Prime Video s'empare de cette technologie, que vont devenir en fait les comédiens doubleurs ? C'est un peu le même sujet qu'on va évoquer ce soir, mais on va un petit peu l'élargir avec l'industrie du cinéma dans sa totalité, en tout cas pas loin, avec Elisabeth Lotte qui est avec nous ce soir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'ADAMI, qui est la Société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. J'y suis arrivé d'un coup sans respirer une deuxième fois. J'en suis très fier. Et Maurice Barthélémy est avec nous aussi. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Acteur et réalisateur, si vous êtes avec nous à la télé, vous avez sans doute reconnu Maurice Barthélémy, qui est un comédien hyper talentueux que moi j'ai connu à l'époque de Comédie, à l'époque de Farouja dans la grosse émission, c'était il y a quelques années. Oui. Et vous avez aujourd'hui une belle carrière, je le disais, en tant qu'auteur, réalisateur et comédien. Ce qui est intéressant, Maurice, on va en parler dans un instant, si vous êtes là, si vous mobilisez pour ce sujet, c'est que vous êtes inquiet. Vous faites partie de ce collectif de 4000 acteurs et actrices et cinéastes qui dénoncent ce pillage en règle de la part des outils d'intelligence artificielle. Alors, on va en parler, bien évidemment, mais Elisabeth, j'aimerais bien que, avant que vous nous brossiez un petit peu le portrait de tout cela, que vous nous expliquiez ce qu'est l'ADAMI, finalement, qu'on ne connaît pas trop. Qu'est-ce que ça représente, l'ADAMI ? Alors, l'ADAMI est une vieille dame de 71 ans qui a été créée en 1955 par des artistes pour des artistes. L'ADAMI, c'est, vous l'avez dit, une société de gestion des droits, c'est-à-dire qu'on collecte les droits des artistes-interprètes et on leur redistribue ces droits. Chaque année, on collecte environ 95 millions d'euros, notamment la copie privée. Qui vont directement chez Maurice Barthélémy, c'est ça, je crois. Directement, on prélève une petite commission et puis... en fait, pour schématiser, vous êtes un peu la SACEM des comédiens, quoi. C'est exactement pour qu'on comprenne... c'est exactement ça, c'est notre grande sœur. C'est votre grande sœur, oui. D'accord. Pourquoi monter au créneau aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le déclic, en fait, de cette montée en puissance, en tout cas de ces voix maintenant contre l'IA ? On a été sollicité au début de façon assez régulière et puis maintenant on est sollicité quotidiennement par des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses qui se font voler leur voix ou leur image pour qu'elle soit copiée et utilisée par une IA. À l'ADAMI, dans nos missions, nous avons la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes. Et là, il y a une atteinte flagrante aux droits qui sont les leurs. Et à la différence d'autres intervenants dans la culture, un comédien, c'est quelqu'un qui met en jeu sa voix, son image, sa gestuelle. Donc quand on copie, quand on vole son image et qu'on la reproduit, on porte une atteinte très grave à ses droits. Non seulement ses droits comme artiste, mais aussi ses droits comme personne. Ça nous a donc semblé tout à fait grave et important de se mobiliser. Donc tout a commencé parce que justement, des comédiens se sont plaints d'avoir constaté que leur voix était générée par l'IA et qu'ils étaient clonés en quelque sorte, exactement. Sans leur autorisation. C'est exactement ça. On a des exemples précis, c'était quoi, dans des bandes annonces, dans des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux ? Ça sort où, en fait, tout ça ? Sur les réseaux sociaux, on défend les intérêts d'un comédien à très forte notoriété, dont je donnerai bientôt le nom, mais là, je ne peux pas. Ah, zut ! Ah, désolé. Dont la voix a été copiée pour lire des vidéos de développement personnel sur YouTube. Après, on a tous les cas. On a le cas de Françoise Cadol, qui est aussi une comédienne, qui est la voix française d'Angelina Jolie et de Julia Roberts, dont la voix est copiée, notamment dans des jeux vidéo, pour lire des textes et des phrases qu'elle n'a jamais prononcées. Et évidemment, elle n'est pas rétribuée pour ce travail qu'elle n'a pas fait, alors que c'est sa voix, en fait, qui a été, on va dire, clonée. Maurice,
comédien, auteur, je le disais, réalisateur. Moi, j'ai pas été cloné. Hein. Tout le monde s'en fout de moi, donc. Vous savez pas ce qui peut vous arriver. Peut-être au Japon, mais je ne sais pas. Peut-être. Vous faites partie donc de ce collectif de 4000 acteurs. Il y a évidemment, la liste est très longue. Hein, Gérard Jugnot, Franck Dubosc, José Garcia, Léa Drucker, Karine Viard, etc., etc. 4000 acteurs, ça commence à faire du monde, on va dire. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une prise de conscience. Et je pense qu'il est temps parce que c'est pas demain le danger, c'est maintenant. Donc c'est vraiment, il faut qu'on prenne conscience que c'est là. Et, on parlait d'exemples de comédiens, mais il y a eu Tom Hanks qui a eu des problèmes aux États-Unis, Scarlett Johansson. Donc ce sont vraiment des gens qui se retrouvent avec des copies d'eux-mêmes à travers le monde. Et donc il faut juste prendre conscience qu'il y a un problème et qu'il faut légiférer assez vite pour protéger à la fois les comédiens, les voix des comédiens, mais pas simplement les comédiens, parce que moi je ne suis pas simplement là pour défendre une corporation, mais aussi parce qu'il y a le citoyen et la citoyenne derrière. On va avoir des problèmes, il faut qu'à un moment on protège notre image, tous les citoyens de la Terre. Est-ce que aux États-Unis, par exemple, ils prennent ce problème au sérieux ? Je me souviens qu'il y a peut-être un an ou deux, on avait vécu une grosse grève des scénaristes. Je ne sais pas si vous en souvenez. En 2023. En 2023. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que l'IA. Il y avait aussi des problèmes, justement, de rémunération. Donc, il ne faut pas tout noyer. Il n'y avait pas que l'IA. Finalement, l'IA était presque en second plan. Il y a eu quelques clauses, je crois, qui ont été signées. Mais finalement, à part Scarlett Johansson, effectivement, dont la voix voulait être clonée par OpenAI, je crois, pour leur chat vocal. Il y a eu aussi Tom Hanks. Il n'y a pas énormément de cas, finalement. On a l'impression que les comédiens américains ne montent pas trop au créneau sur ce sujet, non ? Ou alors c'est peut-être un mauvais ressenti que j'ai. J'ai l'impression que tout le monde va être concerné. Et alors nous, on n'a que ces exemples-là parce que ça remonte, via la presse ou les réseaux sociaux. Mais je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on peut utiliser vraiment... Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une pub des magasins Lidl qui utilisait l'image de Tommy Lee Jones dans Men in Black. J'étais très surpris, je me disais, mais alors... et pourtant, c'était pas de l'IA. Hein. Ils ont carrément pris un extrait. Et donc, en fait, c'est devenu presque automatique de se servir. On peut imaginer que c'est Lidl, ils ont reversé les droits. Enfin, je pense pas. Je pense que c'est vraiment Non, mais moi je l'ai signalé, je l'ai mis un peu en exergue sur une story d'Instagram en disant... C'était sur les réseaux sociaux. C'était sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est le community manager qui a 25 ans. Tiens, je vais mettre ça va être rigolo. Ouais, parce qu'il le fait chez lui et donc il l'a fait pour sa boîte. Et ça va être aussi le cas en utilisant l'IA parce que c'est un outil qui est tellement simple à utiliser. Mais est-ce que finalement, alors évidemment, il faut peut-être légiférer et prendre ce sujet au sérieux, mais est-ce que à chaque innovation technologique, il y a une espèce de levée de bouclier ? On a l'impression, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arrivée du cinéma, il y a les acteurs du théâtre qui crient au scandale, qui disaient oui, notre métier va disparaître parce que demain, on sera sur de la pellicule, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un nouveau cycle avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? Et qui fait un peu peur. Vous avez raison, mais en même temps, le truc c'est que l'IA, ça va être une telle révolution. C'est-à-dire que on pense que c'est plus important que l'invention de l'électricité. Et donc, il s'agit juste de créer des barrières de sécurité, mais pas avoir peur de l'IA, parce que moi, je l'utilise l'IA au quotidien, vraiment pour m'amuser sur mon compte Instagram ou au quotidien pour me renseigner sur 2-3 trucs. Donc, moi, je suis pas du tout contre l'IA. Je suis juste là en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'image de tout le monde et des comédiens en particulier. Donc c'est juste créer une petite barrière de sécurité. Comment peut-on faire ça ? Comment peut-on protéger les comédiens, les auteurs face à l'IA, Elisabeth ? Ça paraît être un combat compliqué, non ? Alors, on a une bonne nouvelle en provenance du Mexique qui date de jeudi dernier. Le Mexique a adopté une loi... Oui, je leur ai dit de vite sortir la loi pour qu'on puisse en parler ce soir. Ah bah parfait. Non. J'aimerais bien. Donc le Mexique a légiféré pour interdire que le doublage soit réalisé par autre chose que par des humains. Et pour répondre à votre question sur finalement les comédiens, est-ce qu'ils ne s'inquiètent pas pour rien ? Je crois que la prise de conscience, elle est en cours.
Il y a environ un mois, Seedance a rendu public cette scène où Brad Pitt et Tom Cruise ont une bataille qui semble très réaliste. Et on commence à voir que les technologies arrivent à maturité pour vraiment cloner des comédiens. Jusqu'ici, elles n'étaient pas assez mûres pour le faire, mais c'est un vrai tour de force que Seedance a réalisé. Moi, je demande à voir, parce que malgré tout, ça ne dure vraiment pas longtemps, cette scène, ça ne tiendrait pas le temps d'un film. Donc, elles ne sont pas encore assez matures pour faire ça, mais on voit que la technologie avance très vite et l'inquiétude des comédiens avance vite aussi. Oui, parce que cette vidéo de démo que je vous invite à regarder, on l'a déjà diffusée dans Tech & Co, c'est Brad Pitt et Tom Cruise qui se battent sur un pont, enfin voilà, ça fait un peu film d'action, etc. C'est quand même impressionnant, et on peut imaginer que tous les deux n'ont pas été questionnés là-dessus. Est-ce qu'ils ont eu leur autorisation? Je ne pense pas. Et deux, ils n'ont pas été rémunérés. Exactement. Voilà. Et c'est ça les deux problèmes, en fait. C'est l'autorisation. Parce que vous n'êtes pas contre. Est-ce que vous êtes contre le fait que demain, je ne sais pas, moi, il y a une IA qui dise, tiens, moi, j'ai envie de cloner Maurice Barthélémy pour, je ne sais pas, moi... une cascade, par exemple. Voilà, au lieu que vous fassiez, vous, votre cascade, ça sera votre clone qui... Pas de problème, mais si on me le demande, et si vous l'acceptez. Et si je donne mon accord, et s'il y a une rémunération derrière ça. Et surtout, si moi, je suis au courant de ce qu'on va faire de ces images, et comment est-ce qu'on va les diffuser, et qu'il y ait une sorte de... Oui, que vous soyez un peu pas propriétaire de ces images, mais en tous les cas, que vous donniez le dernier OK, quoi. Exactement, et je suis juste responsable de ma tête et de ma voix, et après j'en fais moi ce que je veux, mais il faut qu'on me pose la question. Donc au Mexique, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ça date de jeudi, ils disent au Mexique on ne diffusera pas de film si le doublage a été réalisé par autre chose que des humains. Ça vise donc à protéger les comédiens du doublage. Mais c'est fort ça. Oui, c'est puissant, c'est la réglementation. Là, les comédiens, ils demandent des choses assez basiques en réalité. L'IA se nourrit de prestations, d'interprétations, de talents, et on sait qu'elle est friande d'entraînement sur des contenus culturels, et elle ne rémunère personne pour s'entraîner là-dessus. Dans quelle autre industrie pourrait-on tolérer que la matière première ne soit pas rémunérée? En fait, on a des entreprises d'IA qui s'entraînent sur des contenus et qui ne rémunèrent personne. C'est le premier problème. Et deuxième problème, vous l'avez dit, c'est l'autorisation, parce que là, on n'a pas fait faire des horreurs à Brad Pitt et Tom Cruise, mais ça veut dire qu'on aurait pu leur faire faire n'importe quoi. Ouais, c'est très inquiétant. Oui, c'est sûr. Où est-ce que ça va aller, en fait, tout ça, Maurice? Est-ce que demain, on pourrait imaginer... Enfin, moi, il y a un fantasme. Je me dis, demain, est-ce qu'on ne pourrait pas créer, je ne sais pas moi, La Grande Vadrouille 2 avec De Funès, Bourvil, etc. Oui. Et faire la suite de ce film sans, évidemment, l'autorisation de quiconque, puisque les comédiens ne sont plus là depuis longtemps, etc., etc. Ça existe déjà. Il y a Val Kilmer qui va être recréé là, prochainement. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu l'autorisation de sa famille de recréer Val Kilmer, et donc on va le voir dans un film. Donc oui, bien sûr, La Grande Vadrouille 2, on peut même... Enfin, il y avait le héros de Fast and Furious aussi, qui a été cloné pour des raisons de scénario, parce qu'il était mort d'un accident de voiture, je crois, en plein milieu d'un tournage. Et donc, pour continuer en fait l'histoire, ils avaient été obligés de cloner son personnage. Ouais, donc, il y avait Carrie Fisher aussi, la comédienne de Star Wars, qui avait été... Donc là... Ça a été fait proprement, on va dire. Ouais, parce que finalement, les ayants droit ont donné leur accord. Tout à fait. C'est ça. Mais ça vous pose pas de problème? Je veux dire que quelqu'un qui soit défunt et que on puisse le voir encore une fois dans une... C'est assez vertigineux quand même comme réflexion, le fait de se dire qu'on le voit jouer un personnage qu'il n'aurait peut-être pas voulu ou... Enfin voilà, ça me pose des perspectives qui sont quand même assez impressionnantes. Bien sûr, mais moi, ça ne me pose pas de problème s'il y a un accord. C'est-à-dire que si la famille est OK, ça les regarde. Personnellement, moi, je ne le ferais pas pour moi. C'est-à-dire que je ne trouverais pas ça très intéressant que mon image perdure après ma mort. Mais simplement, nous, ce qu'on réclame, c'est... La possibilité de dire non, je ne suis pas d'accord, ou oui, je suis d'accord, et si je suis d'accord, qu'on me paye. L'idée, c'est d'aller voir, je veux dire, le gouvernement, enfin notre ministre de la Culture, et de lui,
pourquoi pas d'avoir cette loi qui a été promulguée au Mexique pour qu'elle puisse arriver aussi en France, ou en tout cas quelque chose d'équivalent. Tout à fait. Alors heureusement, on a le Sénat en France qui a pris l'initiative d'une proposition de loi sur l'intelligence artificielle. Et vraiment, on peut les saluer. On serait les premiers en Europe. Et ça arrive au Sénat en débat public le 8 avril. On croise les doigts pour que le texte soit voté et parte vite à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, sur ces sujets-là, on est très dépendant de l'Union européenne. C'est vraiment au niveau de l'Union européenne. Oui, parce qu'on pourrait être retoqué, je dirais, au niveau national, c'est ça ? Il faudrait qu'il y ait une disposition, en tout cas une décision qui soit globale. Alors cette loi-là ne risque rien, mais en revanche, des lois qui porteraient directement sur la rémunération et la protection de l'intégrité des artistes, là, pour le coup, elles doivent être prises à Bruxelles. On n'a plus la marge de manœuvre au niveau national pour décider ça tout seul. Le jour où ça deviendra compliqué, c'est quand les grands studios, en fait, feront un peu n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. On a l'impression que tout ça est assez contenu, non ? Oui. Finalement. Mais... les grands groupes, ou de production de films, ou les plateformes de streaming, marchent un petit peu sur des œufs sur ce sujet. Parce que... Pour l'instant, mais comme ça va vite... Mais vous qui êtes en contact avec ces gens-là, comment réagissent-ils ? Comment sont-ils ? Pour l'instant, je dirais que c'est un petit sujet tabou quand même. On ne l'évoque pas trop. Mais quand on voit comment est-ce que les plateformes fonctionnent beaucoup sur des algorithmes, on peut se dire que potentiellement, à un moment ou un autre, ils vont trouver un petit moyen d'utiliser l'IA parce que ça les arrange. C'est comme ça. Pour moi, à ce niveau-là, le combat, il est perdu. Elisabeth, vous discutez avec les plateformes, justement, avec les studios de production ? Tout à fait, et l'IA bouscule la chaîne de valeur à tous les étages. Parce qu'on voit apparaître des IA spécialisées dans l'écriture de scripts, des IA spécialisées dans la prédiction pour savoir si un script a une chance de rencontrer du succès ou pas. Ensuite, on a les IA pendant le tournage, donc, qui peuvent faire des effets spéciaux avec des vrais comédiens, mais en faisant jouer des avatars. On a des IA sur les effets spéciaux. Et puis, en bout de chaîne, il y a toute la post-production, le marketing. En fait, on a l'IA qui s'insinue à tous les étages. Et je rejoins complètement Maurice, parfois de façon assez taboue. Parce que j'ai interagi avec une grande chaîne de télévision qui m'a avoué qu'ils faisaient lire les scripts qu'on leur proposait pour des créations par de l'IA, pour les présélectionner. Mais ça, ils ne le diront pas en public. C'est-à-dire qu'en fait, si l'IA dit ce scénario n'est pas bon... Il n'a aucune chance, il ne sera jamais lu. C'est effrayant quand même. Ouais. Oui, on y est. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure, vous utilisiez l'IA, Maurice, ça vous arrive d'utiliser l'IA, parce que je sais que vous êtes auteur aussi, alors ça doit être compliqué, mais ça peut vous servir l'IA à certains moments, à certains, on va dire, moments de la création? Moi, je vais l'utiliser par exemple pour aller chercher une info. Tout d'un coup, parce que je sais que je vais perdre du temps à aller sur oui, mais vous aurez pu aller sur Google, par exemple. Oui, mais même sur Google, je ne vais pas la trouver aussi rapidement que sur Gemini, par exemple, où je vais avoir une info. Alors, elle n'est peut-être pas forcément fiable à 100%, mais généralement, les questions que je me pose sont quand même assez simples. Et donc, oui, ça, je peux l'utiliser comme outil. Mais je ne vais pas l'utiliser pour rédiger quelque chose que j'ai écrit, par exemple. Ça, il faut que je garde quand même la main là-dessus. Mais moi, je pense que l'IA, si on l'utilise comme un outil et qu'on voit vraiment les qualités de cet outil qui est inimaginable, c'est très bien, mais il faut aussi qu'on voit l'effet pervers de cet outil. Il y a une start-up qui est spécialisée là-dedans, qui rédige, en tout cas qui aide à la construction de scénarios grâce à l'IA. On reçoit régulièrement son auteur, qui est un Français d'ailleurs, qui a travaillé... Voilà, qui a travaillé exactement, qui a travaillé sur Braco, etc., etc. Donc tout n'est pas à mettre à la poubelle là-dedans. Bien sûr que non, et il ne faut pas caricaturer les artistes comme hostiles à la technologie. Maurice en est un bon exemple, mais même les artistes se sont toujours emparés des technologies dans la musique, l'autotune, le sampling, la musique assistée par ordinateur. Vous le disiez, le cinéma, à l'origine, c'est une disruption technologique. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, les artistes, ils sont habitués à la technologie, ils ne sont pas du tout hostiles à s'en servir. Simplement là, c'est une innovation qui vise à se substituer à eux.
On a déjà des livres qui sont narrés par des IA et plus par des comédiens. Donc aujourd'hui, c'est maintenant, c'est de la substitution. Et ça, on comprend que ça puisse les faire réagir. En tout cas, on va suivre ça de près, parce qu'on en est qu'au tout début de cette histoire-là. Exactement. Et ça va être intéressant de voir comment, justement, les gouvernements réagissent, comment les studios réagissent, et puis surtout, eh bien voilà, si tous les pays créent ce collectif, comme on le fait en France, peut-être que ça aura on va dire, un impact au niveau européen et voire mondial. Merci en tous les cas à tous les deux. Avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans Tech & Co. Maurice Barthélémy, donc acteur et réalisateur, et puis Elisabeth Lehote, donc directrice générale de l'ADAMI, Société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Bravo. Oui, la SACEM des comédiens, quoi. En gros, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Ce Tech & Co est terminé en ce lundi soir. On sera là, bien sûr, demain, dès 19h30, comme toujours, en direct à la radio, à la télé, puis les replays, les podcasts de cette émission qui vous attendent. À demain, avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.